programme vous est offert par Illico Cash. Rentrée scolaire 2024-2025 s'est confirmée pour ce lundi 2 septembre. Assurance de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui annonce par ailleurs des mesures pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe en milieu scolaire. Début ce lundi de la publication des résultats de la 4e édition de l'examen national des fins d'études professionnelles. Les résultats seront exclusivement disponibles via les réseaux de téléphonie mobile. Des inondations meurtrières sont signalées au Nigeria depuis quelques semaines. Des morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées. C'est le bilan de cette catastrophe naturelle. Les fortes pluies ont jusqu'à présent détruit 107 000 hectares des terres agricoles. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé cette nuit à Beijing en Chine pour prendre part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, qui va se tenir du 4 au 6 septembre 2024. L'intérêt des pays africains pour ce sommet sera notamment observé par le nombre et les statuts des participants. Une très grande participation des chefs d'État africains sera une victoire diplomatique pour Pékin dans un contexte de rivalités géopolitiques croissant avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Au pays, fini les vacances, les parents sont appelés à envoyer leurs enfants à l'école ce 2 septembre 2024. C'est le message de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui confirme la rentrée pour ce lundi. Elle rassure par ailleurs quant aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie pox en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a marqué les esprits en participant ce dimanche à la messe spéciale célébrant le 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame des Fatima à Luozi au Congo central. Nous sommes à plus de 300 km de la capitale Kinshasa. Cet événement a rassemblé une foule impressionnante des paroissiens et d'habitants, tous désireux de célébrer ce moment fort et à rencontrer une figure politique emblématique. Crispin Chibinkoufa est notre envoyé spécial. La foi a toujours occupé une place centrale dans la vie de la première ministre Judith Suminwa. Son invitation par Monseigneur André Mpindi, évêque du diocèse de Matadi, à participer à ce jubilé de diamants témoigne de l'importance qu'elle accorde à sa spiritualité. En acceptant cette invitation, elle a non seulement honoré son héritage familial, mais également réaffirmé son rôle de leader moral au sein de la communauté. L'événement a attiré un grand nombre de paroissiens venus de toute la contrée. Dans son homélie, Monseigneur André Jérôme Pindi, évêque de Matadi, a souligné la détermination et le travail acharné du peuple Manianga, affirmant que le fleuve qui les sépare du reste du pays ne doit pas être perçu comme un obstacle, mais plutôt un appel à la résilience. L'évêque a encouragé les habitants à ne pas demander des choses à la première ministre
Selon lui, Judith Souminois connaît déjà les problèmes des Luosi, rappelant que celle-ci est déjà consciente des enjeux auxquels cette contrée fait face. Il a plutôt appelé la communauté à soutenir la première ministre dans sa mission afin qu'ensemble, ils puissent bâtir un meilleur avenir pour la RDC. Son souhait est qu'à l'issue de son mandat, les Congolais puissent dire avec fierté qu'une fille du Congo central a su diriger les gouvernements avec succès. S'adressant à l'assistance, la première ministre a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé une femme à la tête du gouvernement central, une avancée qu'elle considère comme une victoire pour toutes les femmes du pays. Judith Souminois a ensuite mis l'accent sur l'importance du dialogue entre communautés et l'État, considérant cela comme un pilier pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Nous devons tous être unis par cet amour, cette fraternité que nous démontre aujourd'hui ce rassemblement au niveau de l'Église catholique, au niveau de la paroisse de Notre-Dame de Fatima. Nous devons tous démontrer que ce n'est pas en vain que nous croyons. Si nous croyons, nous devons créer l'amour autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser les dissensions nous séparer. Le développement des Luosi passera aussi par le PEDEL 145 territoires en cours, a insisté la chef du gouvernement avant de remettre symboliquement des kits scolaires aux élèves présents à la messe. La première ministre Judith Souminois a conclu son séjour à Luosi par un moment de recueillement et d'hommage aux figures emblématiques du coin. Et c'est notamment Daniel Kanza, reconnu comme l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En ce jour, à Cabinda, dans la province du Olomami, le ministre de la Justice et garde des Sceaux s'est rendu dans le centre des Loudimbi. Sur place, plusieurs détenus ont été libérés. Constant Moutamba a interpellé les magistrats sur le fait qu'ils doivent être justes et équitables avant d'envoyer quelqu'un en prison. Il n'a pas dérogé à la règle. Comme d'habitude, le passage du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a redonné du sourire à plusieurs Congolais détenus illégalement dans la prison centrale de Loudimbi à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où il effectue une mission officielle de service. Ce samedi 31 août, il a accordé la liberté conditionnelle à 7 condamnés, dont l'un a déjà effectué 19 ans de prison sur sa condamnation de 20 ans, tandis que 26 ont été libérés parce que croupissant dans la prison sans aucun motif valable. Il a interpellé les magistrats sur le fait qu'ils doivent être justes et équitables avant d'envoyer quelqu'un en prison. Dans ce lot des faits bénins, un autre groupe de 21 va rejoindre la cité ce lundi. Prenant la parole, le directeur de prison a souhaité la bienvenue au patron de la justice avant de faire un état des lieux de cette prison construite depuis 1945 par les colons, prévoyant 35 pavillons, mais dont 5 simplement sont opérationnels et d'autres en désuétude. Il a, de ce fait, sollicité la réhabilitation de ces 30 pavillons restants ainsi que l'approvisionnement en médicaments pour le centre de santé de la prison. Il a également demandé l'implication du ministre dans la lutte contre les spoliations de la concession de la prison. Le jour d'aujourd'hui est un jour de joie pour nous, de fête pour nous qui se croyaient oubliés et abandonnés. Nous espérons qu'avec l'accompagnement du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant et celui de nos ancêtres, toutes nos difficultés trouveront une solution. Ayant obtenu leur libération sans aucun sou, ces prisonniers honoraires ont remercié le ministre d'État pour cet acte et rendu hommage au président de la République pour avoir nommé un homme de terrain. L'occasion faisant le larron, il a remis un lot important de 42 mousses sur le 200 prévu et dont l'échantillon a été présenté. Ces mousses serviront d'une part pour le centre de santé et aussi pour les prisonniers. Ceci dans sa politique pour l'amélioration des conditions carcérales. Le ministre de la formation professionnelle, Maître Markekila Likombo, annonce les débuts de la publication des résultats de la 4e édition de l'examen national des fins d'études professionnelles. La publication débute officiellement au courant de cette semaine dès ce lundi 2 septembre 2024. Les résultats seront exclusivement disponibles via les réseaux des téléphonies. Suivez un extrait de cette annonce. Le ministère de la formation professionnelle a organisé du 1er au 4 juillet 2024 la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, NFEP en sigle,
lancé par ma propre personne à Kolwezi, au Lualaba. En effet, la formation professionnelle des jeunes occupe une place importante dans notre pays et dans le secteur public, son cycle sanctionné par les épreuves certificatives a connu une augmentation exponentielle. Pour cette 4e édition, 18 773 apprenants se sont présentés dans ces épreuves qui ont porté sur 92 filières pour les centres de formation professionnelle et 42 filières pour les instituts de formation professionnelle. Il est ici de signaler que les taux de participation des jeunes filles s'élèvent à 47%, soit 8 828 apprenantes. Par ailleurs, la présente session a été marquée par 16 filières innovantes, entre autres la psychiculture, la myciculture, la phytothérapie, les garnissages meubles, les arts martiaux ou les langues des signes. Ce concours national a aussi révélé plusieurs défis, notamment l'amélioration non seulement de la qualité des formations, mais aussi les conditions d'apprentissage par l'exigence de la viabilisation des centres, l'identification d'autres nouvelles filières innovantes, les enjeux de la transformation numérique ainsi que ceux liés à l'intelligence artificielle. Il importe de signifier que, lors de la prochaine édition, les inspecteurs sont instruits de faire participer de nombreux centres privés, viables et spécialisés dans diverses filières innovantes, qui, malheureusement, jusqu'à ce jour, ne participent pas encore aux épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter tous les participants, les lauréats, ainsi que l'ensemble du personnel de mon ministère qui ont fait preuve de résilience dans l'organisation de cette 4e édition de l'ENFEP, au terme de laquelle on a noté le meilleur lauréat de quelques filières classiques et innovantes. Toujours dans ces secteurs, le ministre Marc Ekila envisage un partenariat avec Chani Metal pour la formation d'une main-d'œuvre locale congolaise qualifiée et compétitive. C'est ce qui justifie sa visite ce week-end au chantier naval de la société où il a également échangé avec son directeur général. Dans l'après-midi de vendredi, le ministre de la formation professionnelle a effectué une visite de travail au chantier naval qui abrite aussi le siège social de la société Chani Metal. À son arrivée, Marc Ekila, qui avait dans sa suite entre autres l'inspecteur général à la formation professionnelle et son directeur de cabinet adjoint, a été accueilli par le directeur général André Bernard qui va leur faire le tour du propriétaire. Première étape, le bureau administratif partant du hall en glissant en hôte du jour quelques informations sur l'historique de cette grande entreprise internationale qui malheureusement n'est plus les géants éléphants qu'il était dans le passé, faute notamment d'un soutien sérieux de l'État congolais. Dans sa démarche, Marc Ekila, dont le souci principal est de redresser les secteurs de la formation professionnelle, envisage un partenariat en vue de la formation d'une main-d'œuvre locale. Les ministres y voient également la possibilité des stages pour les apprenants venant des centres et instituts de formation. Après un passage au chantier naval où est construit actuellement un chalutier destiné au transport des marchandises, à la télémécanique, un fait va attirer l'attention de Marc Ekila. La présence des stagiaires, jeunes filles, le cas d'Eraï Sakanda, qui, venue de l'espace Grand Bandono, est passée par un stage avant d'être engagée. Elle travaille comme tourneur sur cette machine appelée tour mécanique. J'apprécie beaucoup la visite du ministre. J'aimerais que ça soit beaucoup plus courant. Venir nous visiter, ça nous ferait du bien. Pour le ministre de la formation professionnelle, sa vision est claire. Former des Congolais, surtout des jeunes, pour une main-d'œuvre locale qui répond à tous les besoins. Et Chani Metal se veut déjà un partenaire, mais veut également un soutien du gouvernement. On a quand même beaucoup de difficultés. Et ça fait vraiment à la fois un honneur et un plaisir d'avoir quelqu'un qui vient sur terrain parce que c'est en étant sur le terrain qu'on comprend vite. On a un gros problème de recrutement, de trouver du personnel qualifié puisqu'on a des métiers très techniques. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, promet pour sa part son accompagnement et sa disponibilité à travailler au profit de la République. Aujourd'hui, nous avons un problème criant de la main-d'œuvre qualifiée. Et la main-d'œuvre qualifiée, aujourd'hui, nous allons le trouver dans la jeunesse. Et la jeunesse qui est souvent dans la rue dans le chômage. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens justement pour ramener cette jeunesse-là dans le métier. Et le métier, c'est pas seulement l'école. D'autres rencontres plus approfondies sont prévues entre les deux parties en vue de sceller un partenariat solide.
Direction le Lualaba, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba, s'est rendu ce samedi au quartier général de la 22e région militaire des FARDC où il a supervisé les débuts d'une opération cruciale visant à renforcer la sécurité provinciale. Cette initiative dénommée Opération de contrôle et marquage d'armes a pour objectif de réguler l'usage des armes à travers une procédure de numérotation rigoureuse. C'est un week-end pas du tout repos pour le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Roy Kaumba Mayonde Philippe est allé assister au démarrage des opérations de contrôle et démarquage d'armes au quartier général de la 22e région militaire. Sur place, le patron de la sécurité au Lualaba a reçu des explications concernant les contrôles d'armes qu'utilisent les militaires et policiers de sa chère province. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, tous les éléments des forces loyalistes à Lualaba seront identifiables grâce au numéro des armes qu'ils portent. Une opération qui vient ainsi croiser les attentes de son Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe dans sa mission de protéger sa chère population. Franchement, mes impressions sont très bonnes. Je veux féliciter notre chef d'antenne et l'encourager davantage. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas réguler la prolifération d'armes. Donc nous voulons vraiment que toutes les armes qui sont détenues, que ce soit par les militaires, par la police et par les civils, soient très bien contrôlées. Que ce soit sur le plan mobile, logistique et financier. Je vois que Madame la gouverneure s'est inscrite ici dans cette optique-là pour aider les chefs de l'État, aider la République qui est la paix, la quiétude. Nous voulons que quand nos forces de l'ordre travaillent, qu'ils travaillent dans le nord. Profitant de sa présence au Kijé et loin des caméras, Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe a échangé avec les responsables des hommes en uniforme sur les stratégies concernant la sécurisation de sa chère population, l'un des chevals de bataille de son mandat. Lutte contre la vie chère, le réseau Toile d'Araignée appelle le gouvernement à renoncer à la suppression des taxes sur l'importation des produits des premières nécessités, notamment l'huile de palme. Pour Jérôme Sekana, cette mesure va renvoyer beaucoup de Congolais au chômage. Il invite par ailleurs le gouvernement à soutenir la production locale d'huile de palme afin de garantir l'autosuffisance de la population. La filière huile de palme produite par la Société Plantation et Huilerie du Congo, PHC, avec une production annuelle estimée à plus de 450 000 tonnes, offrant également de l'emploi aux milliers de Congolais, se sont préoccupés suite à la récente proposition du gouvernement, celle de supprimer les taxes sur l'importation des produits de première nécessité, l'huile de palme notamment. Pour les coordonnateurs de Toile d'Araignée, Jérôme Sikana, par cette mesure, le gouvernement sacrifie la production locale, chose qui entraînera des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Nous devons apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population en promouvant les règles de la bonne gouvernance. Et vous savez très bien que le secteur agricole est un secteur porteur de croissance économique par excellence. Et nous sommes devenus tributaires dépendants de la Zambie, des pays australes, alors qu'il y a un contraste qui révolte. Je vous informe que notre pays, le gouvernement, pas seulement le gouvernement avec les opérateurs économiques, l'enveloppe de l'importation de la nourriture que nous mangeons en République démocratique du Congo, c'est chiffré aujourd'hui à 3 milliards de dollars l'an. Donc pour manger, le pays sort des devises, 3 milliards. Par moment, on est même arrivé à 3,5 milliards pour acheter à manger. Donc, nous achetons quelque chose que nous pouvons produire. Donc, nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. Nous produisons les coltans, nous produisons la cassitérite, nous produisons les cobalt, nous produisons le cuivre. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement veut créer des emplois massifs, c'est là où il faut investir. Et investir comment ? Donc, il faut subventionner. Pour rappel, la RDC a plus de 80 millions d'hectares de terres arables et le 2e pays de la planète au classement des terres cultivables.
Une autre lutte, c'est celle contre la pauvreté au Sud Kivu. Les consortiums des organisations communautaires pour le développement durable a organisé un atelier de concertation dans les chefferies des Wamuzimu. L'objectif était d'identifier les problèmes réels de développement des bases et trouver des pistes de solutions pour cette région frappée par une pauvreté avancée. Malgré les potentialités de leurs entités dans presque tous les secteurs d'activité, les communautés des 22 groupements de la collectivité chefferie de Wamuzimu évoluent dans les milieux caractérisés par un état de pauvreté avancé dû à la dégradation et ou au manque d'infrastructures sociales de base. C'est ainsi que le consortium des organisations communautaires pour le développement durable COCCD, en sigle, a organisé en juillet dernier un atelier de concertation. Cela dans le but de déceler les problèmes réels de développement des 22 groupements que compte la collectivité chefferie de Wamuzimu, en dégageant l'arbre des problèmes mais aussi des solutions à travers les problèmes prioritaires. Sous l'accompagnement de Sa Majesté Mwami Christian Biemba Longangi, 4e du nom, et sous la coordination technique de Jean-Claude Witandai, ces assises avaient comme objectif notamment de présenter le COCDD aux communautés de base et identifier les problèmes réels de développement socio-économique. Comme l'explique Emmanuel Bassoubi, il est chargé des opérations du COCDD. Le problème majeur, c'est plus la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie, la santé et l'éducation. Mais aussi l'état délabré des routes. Nous voulons, après avoir identifié, comme je l'ai dit, les différents problèmes urgents de développement, élaborer un plan de développement. Les données collectées au cours de l'atelier Kitutu devront permettre au COCDD d'élaborer le plan quinquennal de développement de la chefferie de Wamuzimu. Cette démarche, qui n'est que la première et concerne toutes les entités décentralisées de la RDC, va se poursuivre. C'est pourquoi une nouvelle descente est prévue ce 1er septembre 2024 pour organiser un atelier similaire dans la collectivité de Basilé à Mwenga. Sur le continent, plusieurs morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées. C'est le bilan des inondations qui frappent le Nigeria depuis des semaines. 28 États du pays sont actuellement touchés. À Jigawa, par exemple, l'État le plus touché, 37 décès sont enregistrés. L'impact des inondations a été dévastateur et les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abri pour les personnes déplacées. L'agence météorologique, elle, pointe du doigt l'activité humaine. Des morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées, conséquence des inondations qui frappent le Nigeria depuis des semaines. Et le ciel est loin de se dégager. Depuis le début de la saison de pluie en juin, de nombreuses régions du pays, le plus peuplé d'Afrique, sont ravagées par des inondations qui ont également fait plus de 2000 blessés, plusieurs morts et forcé environ 200 000 personnes à fuir leur domicile. À Jigawa, l'État le plus touché, qui a enregistré 37 décès, l'impact des inondations a été dévastateur et les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abri pour des personnes déplacées. Une mauvaise nouvelle pour le Nigeria, qui est déjà confronté à un plus grand nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde, d'après les statistiques de l'Agence alimentaire des Nations Unies, qui fait état de 32 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, sont confrontées à une situation de faim aiguë dans ces pays. L'Agence de gestion des catastrophes donne l'ampleur de la situation, évoquant que les inondations au Nigeria ont fait état de près de 200 morts et déplacé 208 000 personnes dans les 28 États du pays. Un mot de culture avant de refermer ce journal. Le voyage vers l'Est, c'est un film documentaire qui contient toute une histoire et relate la vie et la culture des communautés du Grand Kivu, les Bashi de la communauté Bushi et plusieurs autres communautés. Les Grands Kivu victimes des guerres à répétition. Ce film qui est le symbole de l'unité et de l'intégrité nationale de la RDC a été dévoilé au grand public le vendredi dernier au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Bobambongo. Dans cette salle du showbuzz considérablement remplie, les amoureux du 7e art sont venus à la découverte d'un peuple et celle de son histoire. Les Bashi,
Peuples de la province du Sud Kivu, ainsi que les communautés avoisinantes dans la région sont ceux qui font la vedette de ce film, Le Voyage vers l'Est, du jeune cinéaste Michael Sainet Kajabika. Et le pygmée a pris une plume, il a arraché sur l'animal qu'on venait d'abattre. L'ambition, par cette création artistique, est celle de présenter au monde l'immense richesse culturelle de cette contrée. Ce documentaire vise à enseigner à la jeunesse le parcours des Kivusiens et lancer un appel de lutte contre l'acculturation. Ce qui m'a inspiré, c'est juste mon histoire. Je voulais juste savoir mon histoire. Je voulais documenter l'histoire du Bashi. Plusieurs de Congolais ne savent pas l'histoire du site Kivu. Toutefois, ils attendent site Kivu, ils pensent le Rwandais. Alors, je voulais montrer aux Congolais que les Bashi et les sites Kivu ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais et c'est très important qu'on sache notre histoire comme les Congolais, comme les Bashi. Le voyage vers l'Est, en connaissance des Bushi Bahavu, est une réalisation qui marque l'histoire de tout un peuple au bénéfice de toutes les générations. Un jour, reconnaissant de notre histoire pour lutter contre l'acculturation surtout, nos enfants suivront ce film. Ils vont connaître leur histoire, ils vont partager avec les autres, ils vont aussi témoigner de leur appartenance à ce grand pays et surtout leur détermination à continuer à défendre les intérêts de notre nation. La projection du film est un véritable succès auprès des notabilités du Grand Kivu présentes à cet événement qui a permis le raffermissement des 6 communautés principales constituant les Bashi. À travers ce film, le réalisateur entend préserver les valeurs culturelles des Bashi et jouer à l'équilibre entre l'ouverture au monde et la conservation des coutumes d'origine. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Rentrée scolaire 2024-2025 s'est confirmée pour ce lundi 2 septembre. Assurance de la ministre d'État de l'Éducation nationale qui annonce par ailleurs des mesures pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe en milieu scolaire. Début ce lundi de la publication des résultats de la 4e édition de l'examen national des fins d'études professionnelles. Les résultats seront exclusivement disponibles via les réseaux de téléphonie mobile. Des inondations meurtrières sont signalées au Nigeria depuis quelques semaines. Des morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées. C'est le bilan de cette catastrophe naturelle. Les fortes pluies ont jusqu'à présent détruit 107 000 hectares de terres agricoles. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.